Parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis qu'on retrouve sur les principales applications et bien sûr sur gillesparent.com. Mon invité est un des rares chroniqueurs urbains à Québec. Il aime sa ville, partage avec les lecteurs du Soleil ses observations, ses réflexions sur la capitale. Par les temps qui courent, disons que Québec, la ville, fait l'objet de beaucoup de critiques, particulièrement sur les grands dossiers. Bonjour François Bourg, comment ça va? Salut, ça va bien? Oui. Je partage mes analyses, mes réflexions. J'ai l'impression de partager souvent les mêmes parce que c'est les mêmes sujets qui reviennent. C'est incroyable depuis quelques années. C'était ma première question. Quand on va quitter cette terre tous les deux, on n'est pas pressés. Est-ce qu'on va encore parler du troisième lien et du tramway? Honnêtement, j'en suis parce que j'ai des connaissances, des amis, des Montréalais, nos amis anciens de Québec, de Montréal, qui, quand ils nous parlent invariablement, nous disent « Ah, vous autres à Québec, le tramway, le troisième lien. » Fait que j'ai l'impression que c'est comme la maison des fous. Oui, mais si on met les choses un petit peu en perspective, peut-être pour les amis de Montréal qui sont moins familiers avec la chose, il faut se rappeler, toi et moi, que ça... Et le tramway et le troisième lien, c'est des sujets dont on parle à Québec depuis 50 ans, ou à peu près. Peut-être le tramway un petit peu moins longtemps, mais le troisième lien depuis les années 60. Il y a eu des plans, des dessins qui ont été faits à l'époque. L'autoroute de la capitale, quand on l'a conçu, on se disait aussi à un moment donné, ça prendra peut-être un autre lien. C'est ça, les années 60. C'est ça, le grand plan de Québec Métro. Oui, le grand plan d'aménagement de la région de Québec là, qui découlait d'un rapport Vendry-Jobin à l'époque, décrivait ça. Donc, tout le réseau d'architecture, et il y avait un pont qui traversait à ce moment-là du côté de Lévis, presque au centre-ville, là, depuis Beauport jusqu'à centre-ville. Donc, c'était-tu la suite de Dufresne, quand on a arrêté dans... C'était tout ça? Parce que Dufresne, on devait rentrer sous le... OK, c'est autre chose. Je veux pas mêler les chiffres. Non, mais juste puisqu'on en parle. Dufresne, l'autoroute qui s'arrêtait dans le mur pendant des années. Non, ça, il s'en allait rejoindre Champlain de l'autre côté. Donc, c'était pas un tunnel vers Lévis. Donc, il y a un plan d'aménagement. Il y a longtemps qu'on parle de ces deux projets-là. Et ça revient de façon cyclique dans l'actualité. Dans le cas du troisième lien, c'est parce que les gens de Montréal se sont mis à s'y intéresser beaucoup tout à coup, ce qui avait peut-être moins été le cas au fil des décennies. Mais c'est pas nouveau pour Québec. Il y a cette espèce de grand rêve-là, de mythe-là pour beaucoup de gens qu'il faut compléter. Il y a une espèce d'idée que ça prend un périphérique dans une région. C'est pas vrai de toutes les régions, mais il y a cette idée-là qui continue à circuler. On cite souvent ça prend un périphérique. Le Toronto, en parlant de la 401 qui tourne au... c'est ça. Puis tu sais, Montréal, là, sans que ce soit un parfait périphérique, l'autoroute 30 sur la rive sud là, qui relie un peu. Donc, c'est un peu cette idée-là. Mais c'est une idée aussi qui je pense, qui vient de la vision de l'aménagement urbain des années 60-70, beaucoup construit autour de l'auto. Aujourd'hui, on est moins là-dedans. On sait que plus tu fais des autoroutes, tu ne règles pas les problèmes de circulation, puis deux, tu amplifies de l'étalement urbain. Et toutes les autorités publiques, peu importe le niveau, disent qu'il faut freiner de l'étalement urbain. Alors, bref, mais c'est une idée comme ça qui est cyclique dans le cas du troisième lien. Là, oui, on a été là-dedans. On pensait qu'on avait tourné la page le printemps dernier quand M. Legault a dit, ben non, on met de côté. En fait, la petite phrase qu'on avait peut-être moins notée ou moins relevée, c'est on va réévaluer à tous les 5 ans. Bon, ce qui est correct. Il l'avait dit comme ça. Évidemment, là, il a réévalué 5 mois plus tard au lieu de 5 ans plus tard. On pense savoir pourquoi. Mais bref, j'ai peur, ou je pressens qu'on va en parler encore dans beaucoup d'années. Et pour le tramway, ben là, on va nécessairement en parler pendant un bon moment encore, à moins que le gouvernement dise on met fin à ça, mais je pense que l'idée d'un transport structurant est là pour rester. Tout le monde convient que c'est nécessaire. Il y en a qui préféreraient un métro plutôt qu'un tramway. Il y a un débat là-dessus. Moi, je faisais partie de ceux-là à cause oui, si on me laisse le choix, je vais prendre le métro. Je vais choisir un métro. Ne serait-ce qu'à cause de la température mais chancelante pour au moins 5-6 mois là, dans l'année chez nous, contrairement. Parce qu'on se compare souvent à des villes européennes où il y a 2 brins de neige puis ça fait la manchette. Là. Nous autres, c'est pas ça. Non, c'est ça. Mais tu sais, le métro, tout le monde dirait un métro, c'est un beau mode de transport, c'est de forte capacité. Mais tu sais, ça coûte tellement plus cher qu'un tramway que tu vas être capable d'en faire un tout petit bout, puis ça va être utile
à très peu de personnes. Je comprends que les réseaux, ça se construit petit à petit, mais avant d'en voir des résultats tangibles, si on commence avec un métro, tu sais, il y en a pour des décennies avant que quelque chose de tangible puisse être perceptible. On voit à Montréal, le réseau existe depuis 1967, puis comment on peine à ajouter quelques lignes, puis à prolonger la ligne bleue, par exemple. Fait que c'est pas si facile que ça, un métro non plus. C'est drôle parce que des grands projets, tu parles de Montréal, mais on dirait que la plupart des sujets qui font la manchette, qui tiennent les chroniqueurs de tout le Québec, c'est le troisième lien, parce qu'il y a eu Jean Talon à l'élection, on va en parler tantôt. Il y a le tramway. Puis moi, je suis bien plus plate que ça, François. Tu sais, quand tu disais une vision, un projet, une espérance, un espoir depuis 50 ans d'un grand projet, une vision de développement de la région de Québec. La région s'est quand même développée. Il y a beaucoup plus de monde qu'avant. On a quand même regroupé des villes. Il y a des choses qui se sont faites. Mais on va dire comme Stan disait, dans mon livre à moi, je trouve que le discours du tramway, et surtout le troisième lien, vient du fait que le monde est pogné sur le pont et dit ça n'a pas de bon sens. Fait que tu sais, il n'y a même pas de rêve, de grandeur, de gens qui s'élèvent au-dessus de la région en se disant on aurait besoin de ça pour nos. Tu sais, la phrase que pour les générations futures, les enfants, moi je pense que c'est bien plus terre à terre que ça. T'es pogné dans l'esti de trafic. La motivation de la plupart des gens, c'est bien sûr d'échapper au trafic. Et c'est pourquoi le scénario du troisième lien, à mon avis, tenait difficilement la route. Tu vas faire un troisième lien par l'île d'Orléans ou même par le centre-ville de Beauport. En quoi ça intéresse quelqu'un qui habite à Saint-Nicolas et qui vient travailler à l'Université Laval ou même sur la colline parlementaire? Qui a intérêt à faire un détour par la route 20 vers le centre-ville de Lévis? La 20 qui est congestionnée, soit dit en passant. Là, tu vas prendre un tunnel ou un pont qui va traverser de l'autre côté. Faut que tu traverses Lévis aussi? T'es pas tout de suite sur le bord du fleuve, là? Non, mais c'est vrai que sur l'autoroute. Mettons qu'il part à l'autoroute. OK. Tu vas prendre le tunnel ou le pont, tu vas arriver du côté de la Rive-Nord sur l'autoroute 40, qui est congestionnée aussi, pour revenir vers ta destination. Déjà aujourd'hui, là, c'est ça que tu dis. Non, mais déjà. Si on faisait le troisième lien tel qui avait été évoqué, moi, j'arrivais pas à comprendre à qui ça pouvait servir. Peut-être. Si tu le fais, c'est sûr que des gens vont finir par aller s'installer autour, puis tu vas avoir une affluence qui va grandir dedans. Mais pour régler le problème des gens qui sont pris dans le trafic maintenant, tu sais, s'il y a pas beaucoup de monde... C'est le point du maire Labaume. Le maire Labaume dit, si vous ne le faites pas à l'ouest, vous ne réglez rien. Si vous le faites... Il n'y a pas complètement tort. Dans cette portion-là de son analyse, il n'y a pas tort. Tu sais, s'il y a peu de gens qui font le détour, ça veut dire que c'est peu de gens qui délaissent les ponts pour aller prendre le tunnel. Alors, ça veut dire que tu n'as pas moins de trafic sur les ponts. Mais là... Est-ce qu'il faudrait faire le pont ou un troisième lien à l'ouest? Ben là, on entre dans des analyses de chercheurs en aménagement et en transport qui documentent depuis... c'est même plus remis en question par personne. Tous ceux qui ont fait de la recherche là-dessus constatent que si tu ajoutes des autoroutes, tôt ou tard, puis souvent plus tôt que tard, ces autoroutes-là finissent par se remplir. Ça s'appelle la loi de la demande induite. Ça veut dire, si tu augmentes l'offre ou l'espace pour circuler, les automobilistes vont le prendre. Puis même ceux qui prenaient peut-être le transport en commun vont dire « ça va bien. Il y a de la place, je vais pouvoir prendre mon char. » Fait que, tu sais, alors ça se remplit toujours. Donc, de penser que c'est ça la réponse au problème de circulation, en tout cas, il y a une thèse scientifique solidement documentée qui met ce scénario-là en doute. Mais tu sais, notre façon de se développer plutôt en banlieue, dans la région de Québec, ben des gens, quand tu jases avec des amis, puis tes connaissances, ils ont presque tous été élevés en banlieue, tu te rends compte que une des choses qui peut pas être dite, en tout cas qui est pas acceptable, même dans les discussions publiques, c'est ils veulent faire la guerre à l'auto. Mais moi, quand je lis des dossiers européens qui sont autre chose, parce que c'est pas les mêmes réalités, mais les maires des villes, des principales villes, des agglomérations, puis les regroupements de villes, souvent ils disent on n'a pas le choix de faire la guerre à l'auto parce que sinon on ne sera pas capable. Donc, je dis pas qu'il faut faire ça, je dis juste que c'est un autre discours qui va amener des gens à se plaindre pareil. Ouais. Mais ils peuvent l'amener sa place. Nous autres, on peut pas pantoute ici, impossible. Ouais. Mais c'est sûr que ça peut, aux yeux de plusieurs, avoir l'air d'une guerre à l'auto, dans le sens où, quand tu parles de circulation, il y a des arbitrages à faire. L'espace, il n'est pas toujours élastique. Puis sur René Lévesque, exemple, l'espace, il n'est pas élastique. Tu ne peux pas l'élargir. Le boulevard René Lévesque, il est là. Bon. Si tu veux faire passer plus de vélos, plus d'autobus ou un tramway, bien nécessairement, l'espace que tu vas prendre, ça va être au détriment d'un autre moyen. Donc, tu vas arbitrer. C'est un choix qui est légitime en politique. Bon, on le voit sur le chemin Sainte-Foy, là. Je sais pas si tu as vu. On le voit sur le chemin Sainte-Foy. Mais tu sais, de façon plus large, là, prenons un exemple. Prenons une intersection où il y a un feu de circulation. C'est un arbitrage que tu fais aussi entre les gens qui circulent vers l'est ou qui circulent dans l'axe nord-sud. Tu vas décider qui va avoir combien de temps,
Puis combien de temps tu laisses aux piétons? Donc, l'espace, puis au vélo maintenant? Puis au vélo maintenant. Donc, l'espace, il est limité. Alors, tu joues sur le temps. Quel temps tu donnes à un ou l'autre pour traverser? Puis ça aussi, c'est un arbitrage qui fait des mécontents parfois. Si on donne trop d'espace ou trop de temps aux piétons ou pas assez aux piétons. Alors, il faut placer ça dans ce contexte-là. Ça peut avoir l'air d'une guerre à l'auto dans le sens où nécessairement, tu peux pas garder le même espace pour tout le monde. La thèse de la ville, dans ce temps-là, c'est de dire, si je donne l'espace au transport en commun, je suis capable de passer plus de monde dans la voie de circulation que si c'est des gens dans l'auto solo. Alors, c'est ça la thèse de l'administration actuellement. Présentement, on parle, il y a plein de choses à dire sur le tramway, malgré tout, puis on a l'impression qu'on en parle trop, mais en même temps, moi, je suis un peu surpris de voir que les arguments politiques qu'on nous sert en période électorale particulièrement sont comme plus valides quand, exemple, la CAQ, c'est le meilleur exemple, il n'a jamais été aussi fort que ça, ils sont aussi forts que Bourassa l'était en 72. On n'est pas loin, lui est à 100 quelques députés sur 125, mais à 90, on est d'accord, bon, il y a autour de 90, c'est énorme. Donc, il y a la chance, quand tu as une conviction, de passer des projets de loi, tout ça, mais on le sent hésitant, étonnamment hésitant dans le dossier du tramway, dans le sens où moi, je vois les avancées graduellement comme citoyen. Je vois sur Laurier, j'ai vu sur Hochelaga, j'ai vu le pont d'étagement sur, justement, c'est du 4 Bourgeois qui a été refait. On sait très bien que c'est pour le tramway. Je vois tous les aménagements qui sont faits sur des artères en ville. Il y en a pour 1 milliard. Non, c'est pas vrai, ça? Il faut faire une nuance. Il y a deux choses là-dedans. Oui, il y a à peu près... C'est pour ça que je t'invite. Il y a à peu près... Nuançons? Faire des nuances. Non, mais il y a à peu près 1 milliard qui a été autorisé. OK. Actuellement. Mais pas tout dépensé. Il n'y a pas 1 milliard qui est dépensé. Ça tient plus à 300-400 millions, ce qui a été dépensé à date. Donc, et s'ajoute à ça des sommes que la Ville a dépensées en extra du projet, du budget du tramway lui-même. Quand il roule, mettons, tanker, on change les tuyaux. C'est ça, une affaire de même? Oui, exactement. Des tankayettes. Les tankayettes du tramway. Exemple, tu peux t'en parler, Hochelaga. Hochelaga, à l'époque du maire Labaume, c'est le maire Labaume qui était là, on savait que pendant les travaux du tramway sur Laurier, il faudrait fermer Laurier. Alors, on a voulu prévoir une voie d'évitement pendant le temps des travaux. On élargit Hochelaga. Et la Ville de Québec, à ce moment-là, a essayé de convaincre le gouvernement de dire, écoute, si c'est en lien avec le tramway, il faudrait l'inclure dans le budget de tramway. Mais c'était l'époque où la CAQ était très réticente au projet de tramway. Puis à un moment donné, je pense que le maire Labaume a dû sentir qu'il avait étiré son élastique au maximum. Fait qu'il a lâché prise là-dessus. Il dit, correct, la Ville va le payer. Donc ça, c'est pas dans le budget de tramway, ce que l'élargissement de Hochelaga, même si, en réalité, ça va servir. C'est une dépense qui était rendue nécessaire par le tramway. Donc, il y en a quelques autres comme ça. Des exemples du côté de Cap-Rouge, par exemple, ce qu'on appelle la montée Mendel, ou le lien qu'il va y avoir. Le tramway va se rendre jusqu'à près du Ikea, et ça implique de faire un nouveau viaduc par-dessus la voie ferrée, par-dessus Versant-Nord, pour passer la ligne de tramway. La Ville de Québec a dit, tant qu'à faire un viaduc, on va le faire plus large pour faire passer des voitures. Bon, il y a des environnementalistes qui contestent, disent, mettez pas de voitures, faites juste la ligne de tramway, mais la Ville a dit, tant qu'à y être, on va faire un viaduc plus large, donc la dépense supplémentaire, elle est prise à même le budget de la Ville et c'est pas dans le budget de tramway. Donc, c'est les 2-3 nuances que je voulais faire sur ton affirmation grossière que ça coûtait 1 milliard. Non, de dépenser. De toute façon, pour certains, c'est même pas un argument. Si jamais on n'y croit pas du tout, puis ça prend un référendum, puis on veut reculer, on le fait au lieu de dépenser X, Y milliards. Mais moi, j'ai pas le choix de voir une CAQ hésitante, puis avec une élection partielle qui, mon Dieu, à entendre parler les chroniqueurs avant, pendant et après, a tout changé, est un game changer. Moi, je trouve ça un peu gros, personnellement. Puis j'arrive pas à voir que le même soir, puis le lendemain, M. Legault, comme s'il improvisait. On sait que je trouve que ces conclusions rapides et le fait qu'ils disent, on remet ça à table le troisième lien, sincèrement, j'ai trouvé ça, mon mot en tête, c'est imbécile. Je trouve pas que c'est un gars imbécile, mais la manière qu'il le fait, je te le dis, il a tendance à l'ombre, on va se regarder, ma blonde et moi. Est-ce que tu as entendu ce que je viens d'entendre? Je partage assez cette analyse-là. En fait, la chose la plus intelligente que M. Legault a dite, c'est le soir de l'élection partielle. Quand il a dit, il y a un message là-dedans qui est peut-être plus large que juste dans Jean Talon, on va prendre le temps d'analyser tout ça et d'y réfléchir. Ça, c'est une belle... Ça a duré 20 heures. Une réponse, à peine 20 heures.
Puis, en fait, ce que M. Legault semble pas avoir compris, en tout cas, l'interprétation qu'il a l'air de faire, c'est les gens ont sanctionné l'abandon du troisième lien. Les gens de Jean Talon n'ont pas sanctionné l'abandon du troisième lien. Ils s'en foutent, les gens de Jean Talon, du troisième lien. Il y avait un candidat de Duhem qui compte. Puis ça, il y a eu des votes? 0. 7%. Il y a eu 7%. Mais les gens de Jean Talon s'en foutent du troisième lien. Ça leur sera jamais utile. Ou à peu près jamais. Le PQ, t'es-tu pour le troisième lien? Le PQ n'était pas pour le troisième lien. Il a été élu. Fait que, tu sais, tu peux pas faire des... En fait, je pas que c'est des raccourcis. Mais en fait, le lien avec le troisième lien, il existe, je pense. Les gens de Jean Talon n'ont pas sanctionné l'abandon du troisième lien, ils ont sanctionné le mensonge électoral. Ils ont perçu que la CAQ leur avait menti en campagne, ils ont dit ça, on le prend pas. Alors, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est ça qui a été sanctionné. Le reste, moi aussi, j'ai lu beaucoup de collègues commentateurs qui ont dit « Ouais, mais il y avait beaucoup de raisons possibles pour expliquer le vote de Jean Talon », ce qui est vrai, je pense. Mais ils ont dit « Le système de santé, ça. Ouais, OK, tout ça est probablement vrai, mais s'il y avait un mécontentement général des citoyens, il y aurait eu l'occasion de le dire un an plus tôt lors de l'élection générale. Pourtant, la CAQ est rentrée très forte. Fait que le mécontentement était pas si important que ça il y a quelques mois. Est-ce que tout s'est déréglé à ce point-là en dedans? Non, ce qui a changé entre-temps, c'est quand le parti virait de bord sur le troisième lien, quand ils ont dit finalement, on le fait pas. Ben, c'est parce que ça a semé un doute sur la fiabilité et sur la parole du gouvernement. C'était l'ancrage de leur campagne. Oui. À Québec, en tout cas, dans la région de Québec. Puis, tu sais, fait que ça peut pas, c'est pas un à côté, puis c'est pas une chose qui... Et surtout, tu sais, les arguments qui ont été invoqués pour abandonner... Je pense que depuis le début, la CAQ, dans ce projet-là de troisième lien, est très difficile à suivre. D'abord, quand ils ont fait la promotion du troisième lien, puis se sont engagés à le faire, alors qu'il n'y avait pas d'études, pas de démonstration de besoin, tous les doutes des spécialistes sur les impacts d'aménagement urbain, etc., les coûts, évidemment, qui sont difficiles à prévoir à ce moment-ci. Tous ces arguments-là ont été sur la table depuis le premier jour, ou à peu près. Et la CAQ a dit non, on le fait quand même. Et là, tout à coup, rendu au printemps, il l'abandonne en invoquant une baisse d'achalandage alors que les propres chiffres du ministère suggéraient que ça n'avait pas baissé tant que ça. Oui, pendant la pandémie, mais c'était en train de remonter. Donc, ils l'ont défendu pour les mauvaises raisons, l'ont abandonné pour des mauvaises raisons au plan factuel, et puis là, le ramène pour une mauvaise raison encore. Là, j'ai de la misère à les suivre. Mais en faisant ça aussi rapidement, penses-tu vraiment qu'un citoyen normal qui paye ses taxes puis qui essaie d'être le plus civil possible, civilisé, entend ça puis se dit « OK, ouais, il y a une bonne réflexion. » Ben, pas du tout. Ben non, il n'y a pas de réflexion. Moi, je pense qu'il a réagi probablement... tout est sur la table. C'est-tu large, ça? On met tout sur la table. Là, on n'a pas dit qu'on est pour, on est contre. On met tout table rase. Mais tu peux pas faire table rase quand tu as eu tant d'années, tant d'études et tant de revirements là-dessus. Ben, table rase de quoi? Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu tant d'études. Il n'y en a pas eu pantoute. Sur le troisième lien. Sur le tramway, c'est autre chose. Mais plus de discussions que d'études, tu as raison. Plus de discussions, parce que je disais tout à l'heure, quand il a abandonné le printemps dernier, le projet de troisième lien, il a dit on va faire un tunnel juste transport en commun à la place. Mais ça aussi reposait sur rien encore. T'sais. L'idée était peut-être sympathique. Oui, c'est davantage dans les valeurs du temps d'améliorer l'offre de transport en commun. C'était pas une hérésie. C'est ce que le PQ a proposé en campagne, d'ailleurs, un tunnel juste de transport en commun. Et donc, il dit, on va faire ça, mais ça manquait de conviction. Puis depuis ce temps-là, il n'y a rien eu sur la table qui laissait croire que la CAQ y croyait puis travaillait à ce nouveau projet. Puis encore aujourd'hui, on n'est pas convaincu. Mais sais-tu, il y a quelqu'un qui me demandait récemment, il dit, j'ai déjà entendu dire qu'il avait fait du carottage dans le fleuve, qu'il avait vérifié si le sol était assez dur, mou. Puis qu'est-ce que ça a donné? Puis j'ai dit, franchement, j'ai suivi ça. Pourtant, j'ai été 30-40 ans à Radio-Québec, puis je serais même pas capable de te dire exactement qu'est-ce qu'on a dit. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Moi, j'ai entendu dire qu'on a des bitubes, de quadritubes, tout ce que tu veux. Finalement, je suis même pas sur la réponse, sur la question, est-ce que le sol le permet? Est-ce que c'est à risque? Est-ce qu'on avance avec une assurance totale que ça se fait? Je sais même pas. Ben, moi, je pense que dès que tu creuses, il y a des imprévus. Même si tu as fait plein de carottages, puis ils en ont fait. Je sais qu'ils en ont fait. Ils ont fini par en faire. Moi non plus, j'ai pas vu les résultats concrets de ça. Mais je pense que passer sous le fleuve, en tout cas, là, je suis pas ingénieur. Puis je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que de passer sous le fleuve, à la limite, c'est faisable techniquement. Ça va peut-être...
Peut-être qu'il faut que tu ailles très creux, peut-être que ça implique, si c'est très creux, de sortir plus loin. La vraie difficulté, je dis pas qu'il n'y en a pas sous le fleuve, mais la difficulté mieux connue, c'est quand tu vas sortir, si tu veux sortir dans Limoilou ou quelque part par là. Parce qu'au début, la CAQ voulait sortir dans Saint-Roch. La Ville de Québec a dit no way, il n'y en a pas question. On essaye de créer un milieu de vie agréable au centre-ville. Tu peux pas sortir une autoroute là. Donc, tu vas le faire sortir plus loin. Quand tu vas arriver dans Limoilou, tu vas passer sur la rivière Saint-Salle. Là, tu vas rentrer dans le mou. Mais pour un tunnel, ça, c'est plus difficile. Le défi technique est beaucoup, beaucoup plus grand. Je sais pas, c'est un empêchement. Au plan technique, tout finit par être faisable si tu y mets le prix, mais il y a une difficulté connue qui était là. C'est drôle parce que j'ai l'impression vraiment que c'est le jour de la marmotte là-dedans, mais on revient, je sais pas qui récemment a dit, mais on va regarder aussi, on regarde l'aménagement du pont La Porte avec 3 voies, puis 2, c'est ça, 3 ou 2, 3, changer le sens, autrement dit, utiliser une voie du centre, la rendre... En fait, il y a eu 2 hypothèses qui ont été évoquées. Je trouvais pas ça fou, moi, parce que c'était, entre guillemets, en dedans d'un an, ça se fait, alors que l'autre, c'est 5-6 ans, tu comprends? L'autre peut aider à la circulation difficile plus rapidement. Es-tu d'accord? Ça se met en place en dedans d'un an, à mon avis? Ouais, eux vont dire que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas juste dans le milieu, je comprends. C'est pas la barrière du milieu qu'il faut que tu enlèves. Tu tasses, ça, l'expérience est faite pas bien loin de chez nous, sur le pont de Québec, c'est ça. Ça va, c'est les approches qu'il faut modifier, mais en même temps, le contexte est plutôt favorable parce qu'il faut tout refaire. Les spaghettis du côté de Québec, cette mécanique-là est enclenchée déjà parce que ça arrive au bout de sa vie utile, donc il faut le faire. Est-ce qu'on le refait en fonction d'une voie réversible ou de 2 voies réversibles? Tu sais, c'est des scénarios qui ont été évoqués. Tu sais, là, il y a 6 voies sur le pont La Porte, 3 dans chaque direction. Est-ce que tu as de l'espace pour enlever la portion du milieu puis en créer une 7e, ça, je suis pas certain, mais c'est un scénario qui a été évoqué. Puis auquel cas, tu pourrais dire le matin dans une direction, c'est 2 voies, puis 5 dans l'autre ou quelque chose de ce genre-là. Mais c'est vrai qu'au bout, si tu arrives sur une seule voie, tu vas avoir quand même un entonnoir. C'est ça que tu dis. Donc, je suis d'accord. C'est pas simple. Il faut penser. Oui, mais c'est plus simple. C'est plus compliqué que ce qu'on pense. Mais je dis pas que c'est moins compliqué qu'attendre le 3e. L'autre scénario, c'est de rendre une voie réversible, tout simplement, ce qui permettrait de faire du 4-2, 2-4, là, selon l'heure de pointe. Là. Mais ça, c'était dans le mandat du premier groupe de travail qui a été formé par les libéraux à l'époque, parce que c'est eux qui ont quand même activé le projet de les premiers travaux de recherche sur le 3e lien, le peu qu'il y en a eu. Eux autres avaient dit, regardez tous les endroits où c'est possible de traverser entre l'île d'Orléans puis je pense qu'il allait même du côté ouest des ponts actuels. Finalement, quand la CAQ est arrivée, elle a dit non, oubliez tout ça, on va faire juste le scénario île d'Orléans. Pour ensuite, l'année d'après, dire, ben non, ça va plutôt être le centre-ville. Toujours sur des savantes études qu'on n'a jamais vues. Alors, c'est drôle parce que... on devient cynique, mais Gilles, mais qu'est-ce que tu veux? On en parle encore, puis j'ai l'impression... Il court après. Puis on a un gouvernement, comme je rappelle, que les 2 mains sur le volant, pour reprendre M. Charest, l'expression de M. Charest, qui peut faire à peu près ce qu'il veut, mais même dans le tramway, là, on a parlé plus du 3e lien depuis quelques minutes, mais dans le tramway, moi, j'ai pas senti... Tu sais, le gouvernement, là, t'as le fédéral qui dit, on est là, bon, en même temps, tu sais, ça me semble une évidence que le fédéral est là pour le tramway, puis ils le redisent autant comme autant, mais dans le cas du Parti québécois, pas le Parti québécois, mais faut pas aller trop vite, de la CAQ, tu sais, j'ai pas, même Legault, qui est quand même le chef, il dit du bout des lèvres, madame, tu sais, puis moi, je trouve que c'est très, très révélateur de voir que la ministre des Transports va faire une conférence qui dure 1 heure, 1 heure et demie, puis elle mentionne jamais tramway. C'est une conférence sur la mobilité des villes, puis tout ça. Ça peut pas être un hasard. En tout cas, je dis pas que c'est fort. En fait, je pense qu'il faut qu'on... Tu sens-tu qu'ils l'appuient, toi, la CAQ? Je te disais, au début, non. Je les ai sentis très hésitants. Ils ont gagné du temps, ils ont repoussé, ils ont forcé à couper, ils ont forcé des changements. Mais honnêtement, je suis obligé de dire que à partir de la dernière campagne provinciale de l'automne dernier, et même un peu avant, le discours de la CAQ est devenu plus ferme en faveur du tramway en disant « on le fait ». On a senti que l'espèce d'hypothèque sur les coûts était plus là. Tu sais, pendant longtemps, ils ont dit ça va être ça. 3 milliards, pas une scène de plus. Puis, bon. Et ça, j'ai senti que leur discours avait changé. Okay. Et officiellement, tous les signaux qui ont été envoyés, ou à peu près, depuis ce temps-là, on appuie le projet.
Là, je pense que l'autre dynamique là-dedans, c'est qu'il y a une dynamique interne. Ben, d'abord, il y a celle d'opinion publique dans les radios et autres qui pousse beaucoup pour l'abandon du projet. Mais il y a aussi... Et le référendum, on en parlera tantôt. Oui, c'est ça. Et il y a aussi, je pense, les pressions du caucus. C'est le caucus local. Tu sais, les gens, les députés de la les députés élus de la région. C'est ceux de la périphérie pour qui le bénéfice du tramway est moins immédiat et pas pantoute perceptible. Et eux autres s'en font parler, puis ils commencent à avoir peur pour leurs fesses un peu, donc ils font pression. Et je pense que c'est ce qui explique le discours plus nuancé ou qui donne parfois l'impression d'être ambigu du gouvernement. Mais jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement a toujours dit on l'appuie, puis il dit pas à n'importe quel prix, ce qui est un peu le bon sens. C'est sûr, si le prix, tu t'aperçois que c'est 20 milliards, ben là, tu fais quoi, tout le monde va dire c'est correct. J'ai l'impression que c'est ça. Mais je pense qu'il y a des pressions. Et c'est là où Jean Talon, je pense, a son importance. Les députés qui ont vu ce qui est arrivé à leur candidat, leur candidate dans Jean Talon ont dit OK, est-ce que la même chose m'attend? Est-ce que moi aussi je vais payer pour l'abandon ou pour les décisions pour l'abandon? Eux autres, c'est peut-être aussi pour l'abandon. Ou moins pour l'abandon. C'est différent de Jean Talon, peut-être. Les motivations sont peut-être pas les mêmes, mais le troisième lien peut avoir un impact ailleurs. Dire, est-ce que je perds, moi? Est-ce que je suis menacé? Puis je pense que ça explique peut-être le revirement de M. Legault. Il dit, je pense qu'il veut faire plaisir à son caucus aussi, ou il veut tenir compte de ce que lui dit son caucus local de Québec. Mais on a quand même une situation qui fait que tu as un doute sur le tramway, ben le public... Parce que c'est vrai que les discussions ambiantes sont quand même assez négatives. Plusieurs disent ça coûte trop cher, jusqu'à quel point. Puis moi, je te poserai la question comme journaliste. Des grands projets de grandes villes, Montréal, Laval et les autres, Québec, bon, qui ont dépassé, c'est presque légion. Là. Moi, je pense que c'est presque tous les projets publics pour X, Y raisons, qui sont pas toujours bonnes, mais qui sont vraies, qui sont véridiques et qui s'avèrent. Est-ce que plusieurs, on s'est dit, ça coûte trop cher, on arrête tout? À ta connaissance, c'est des gros projets qu'on a arrêtés parce que ça coûtait trop cher? Moi, j'en ai pas, j'ai pas de souvenir où, tu sais, le pire, ça a été peut-être à l'époque la construction bousculée du stade olympique parce que les Olympiques s'en venaient, il y avait une date, on n'a pas le choix. On fera pas le mois tout de suite. Non, moi, je le sais, mais... Mais c'est drôle, on se pose moins de questions, en tout cas dans les médias montréalais, hier, sur le toit du stade olympique, là, remplacer l'anneau, ça va coûter des fortunes. Ça va finir par coûter aussi cher que le stade lui-même, et pour un usage et un bénéfice collectif qui est beaucoup plus restreint qu'un système de transport public. Et pourtant, il y a moins de questions qui ont l'air de se poser là-dessus. C'est drôle, je vais t'amener une autre variable. Une variable qui est réelle aussi, qui est nouvelle, qui est arrivée par la pandémie, c'est-à-dire la mixité du travail, le travail hybride, le travail à la maison. Moi, j'ai des amis, tu sais, qui travaillent dans le monde de l'assurance. C'est près de 25 000 personnes dans la région de Québec. C'est beaucoup. Puis des jobs qui, pour plusieurs, se font de la maison assez bien. Et au départ, on offre le choix. Ben, tout le monde reste à la maison pour la maladie, pour se protéger, puis on les a munis d'appareils. Dans certaines compagnies, ça a été, on vous donne 1000$, puis trouvez-vous votre kit, puis go. Bon, tout le monde on est mieux organisé maintenant, tout le monde est mieux structuré. Donc ça, c'est une réalité. L'autre affaire, ben là, on se rend compte que même le gouvernement du Québec n'est pas capable, puis il n'a pas l'intention de ramener leur monde 5 jours par semaine. Je dis pas qu'il n'y aura pas une exigence minimale. Il y a des négociations, pour le moment, que ça fait partie de ça. Actuellement, c'est 2. C'est 2, bon. Actuellement, c'est 2. Mais il y a bien des entreprises privées que c'est moins de 2. Il y en a que c'est 2 aussi, mais dans les faits, ce qui arrive, ça donne, parce qu'il y a une semaine ou deux, je suis allé avec Martin Derico à la conférence annuelle, biannuelle de l'Association des évaluateurs agréés, puis on parlait du nombre de pieds carrés dans les grandes villes qui sont inutilisés, qui vont le rester, là. C'est 20% de l'immobilier commercial de Montréal qui est des gros édifices vides à grandeur. Ça, c'était moins prévu, mais il n'y a rien qui nous dit que ça va se remplir. Puis ceux qui disent, on va faire des appartements avec ça. Tous les ingénieurs disent, savez-vous comment c'est fait? Ça, c'est pas fait pour une structure divisée d'appartements, de séparés. Ça se fait, mais ça coûte très cher. Ouais, on le voit parfois. Oui, mais Calgary voulait le faire, ils ont fait 3 sur 150 qui devaient faire parce que ça coûte trop cher. C'est ça. C'est vrai. Mais la réalité, là, on parlait de l'auto tantôt. On a moins parlé de ça, mais le travail hybride, si les gens vont 2 jours par semaine puis restent à la maison plus, est-ce qu'on a mesuré la pression qui est moins grande sur les autoroutes, sur les routes? Est-ce que le besoin d'un troisième lien ou peu importe, le tramway, les autres, parce que dans le cas de l'immobilier commercial, on n'a pas le choix.
Est-ce que tu penses que les centres d'achat vont grossir dans les prochaines années? Ben non, ça va rapetisser partout. Non, ils vont se transformer. Oui, aussi. Ils sont en train de se Fleur de transformer. Lys, ils le font. Fleur de Lys, Laurier, ça va être la même chose. Oui. D'autres centres Donc, d'achat ça, on de le fait. quartier. Est-ce qu'on va le faire avec les édifices à bureaux? Je ne sais pas si on va être capable de transposer, mais est-ce qu'on va changer notre façon de voir pour les routes? Je trouve que c'est... Parce que s'il y a un impact, il y en a un, il y en a-tu un ou il n'y en a pas un? Ben oui, il y en a un, les gens sont plus chez eux. Tu sais, à l'époque, on se demandait, on a besoin d'un troisième lien ou pas, pour régler comme moyen de résoudre le problème de congestion. Okay? Oui. Congestion, tu peux essayer de le résoudre par plusieurs moyens, des avenues différentes. Tu peux y aller, notamment à construire une nouvelle infrastructure. On en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi des inconvénients à long terme sur l'étalement et tout ça. Des fois, il suffit de corrections techniques à des routes pour dire je vais être capable d'améliorer la fluidité. Tu sais, il manque une bretelle ici, je sais pas trop. Des fois, des petites corrections où il y a un effet d'entonnoir pas souhaité. Alors, tu peux corriger au niveau technique, élargir. Moi, c'est pas mon avenue privilégiée, mais c'est possible aussi. Tu peux y aller on disait par les horaires flexibles et par le télétravail. Donc ça, la pandémie a été un extraordinaire laboratoire pour ça. Un catalyseur aussi pour certaines affaires. Oui, ça a été un élément déclencheur pour beaucoup d'entreprises. Il y avait déjà des expériences qui se faisaient à l'Université Laval, dans les cégeps ou autres, un peu chez les assureurs, mais pas tant que ça. Alors, ça a été un beau laboratoire qui a permis de voir, OK, c'est moins de gens qui sont sur les routes. Tu peux jouer avec les taxations et tarifications, si tu veux moduler ton trafic. Tu sais, il y a des villes qui le font. Si tu dis, pour traverser les ponts à l'heure de pointe, ça va te coûter quelque chose. Mais si tu traverses en dehors des heures de pointe, ça ne te coûtera rien. Donc, c'est une L'argent, c'est souvent un incitatif. Mais non, mais c'est une façon... Oui, c'est ça. Ça peut avoir des effets pervers, par contre. Parce que si tu charges ça, les familles plus défavorisées vont être pénalisées, alors que les gens plus aisés vont dire, c'est pas grave, je passe quand même. Alors, il y a des effets sociaux qu'il faut mesurer quand tu fais ça, mais c'est des outils qui sont disponibles pour régler ça. Donc, le télétravail, on l'a mesuré. Oui, ça peut fonctionner. Mais en même temps qu'on dit tout ça, donc tout ça devrait contribuer probablement à baisser un petit peu la pression sur les routes et on peut penser la demande pour un troisième lien et ou pour un tramway peut-être. Mais en même temps qu'il y a tout ça, on entend aussi les employeurs dire « Écoute, la Ville de Québec se transforme, tu as des pénuries de main-d'œuvre, tu veux en attirer. Souvent, les gens que tu attires, il y a une partie de ces gens-là qui vont venir de l'immigration. Ils arrivent, ils n'ont pas de moyens. Il faut pouvoir se déplacer. Il faut améliorer l'offre de transport en commun. Parce que c'est les employeurs qui disent on en a besoin que nos gens puissent se déplacer. Sans compter les arguments d'environnement et autres qui disent on veut être moins dépendant de l'auto, etc. Bref. Il y a tout ça. Puis l'argument du tramway dont on parle beaucoup moins, mais qui est là aussi, ceux qui ont visité des villes européennes ou ailleurs qui ont le tramway, c'est aussi l'embellissement de la ville. C'est drôle parce que l'argument qu'on entend à Québec, c'est de dire le tramway va défigurer la ville. Les poteaux, les fils, ça va être... Alors qu'ailleurs, ces moyens de transport-là, finalement, contribuent à embellir la ville, devient un levier ou un prétexte pour réaménager les espaces publics dans le corridor, puis finalement, tu as une ville qui est plus agréable à vivre après. Mais cet argument-là est peut-être plus difficile à utiliser. Mais vu que tu as lu beaucoup là-dessus pour préparer des textes, que tu as écrit beaucoup sur le tramway, tu as aussi vu que la préparation, les coûts reliés, le fait d'enfantiniser la vie des gens pendant 4-5 ans fait que ça râle partout, tout le temps pendant la construction. Il fallait s'y attendre. On peut pas être surpris, là. Mais moi, ce qui me tanne, c'est D'ailleurs, je veux qu'on parle 2 secondes du référendum. Moi, je crois pas du tout qu'il va y avoir un référendum, mais c'est dans l'air. Les gens voudraient qu'il l'aille. On a le droit, le citoyen. Mais tu sais, est-ce que ça prend un référendum juste là-dessus? Est-ce qu'on n'a pas eu une élection il y a 1 an? Y a-tu des gens qui se cachaient? Moi, c'est pas assez précis. Ça nous engage. Est-ce qu'on va faire des référendums sur tous les projets qui dépassent tant de milliards? Parce que ça va être ça, parce que ça va devenir une norme. Mettons qu'on dit à Québec qu'on le fait parce qu'on va être sûr que ça coûte pas trop cher. Puis là, on se rend compte que du 3-4 milliards, ça se peut que ça a doublé, là. Je serais pas étonné. Possible. Je serais pas étonné parce que la pizza que je payais à 18$, elle est rendue à 27$. Je fais le pourcentage. Je comprends, tout coûte cher. Fait que je serais étonné qu'ils nous disent « Ah non, on a réussi. » Ça sera pas le 400 millions du stade Vidéotron de M. Labaume, là. Il y a 2-3 choses là-dessus. Un, je pense qu'il faut reconnaître que cet argument-là, on veut un référendum, il est là depuis plusieurs années qu'on parle du tramway. Peut-être pas Jacques Cartier, mais il est là depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une perception qui n'est pas complètement farfelue. Je pense que ce projet-là a souffert depuis le début d'un déficit démocratique. Il faut se souvenir... Le SRB, même avant le SRB et tout, là, tu pars avant ça, toi? Non, mais retournons là, pour expliquer mon point. 1989-90, Régis Labaume, qui a fait des campagnes avant ça contre le tramway, se convertit.
qui se convertit au tramway. On le convainc dans la machine administrative de la ville qu'un tramway, ça peut être bon, pas juste pour transporter des gens, mais pour faire du développement économique. Là où tu fais passer le tramway, ça suscite du développement. De la valeur, ça amène du développement. Donc, c'est l'argument qui l'a convaincu de dire j'embarque. Alors, on développe un projet de tramway, on avance là-dedans. À un moment donné, le gouvernement libéral dit non, ça marche pas. Alors, je ne paierai pas pour un tramway, on n'a pas les moyens. OK, ça va être un SRB d'abord. Donc, on va un meilleur réseau d'autobus. En théorie. C'est-à-dire, dans le corridor qu'on destinait au tramway, au lieu de mettre du rail, on va faire passer des bus. SRB, service rapide par bus. Alors, et Lévis est là-dedans. Puis, ça m'a donné dans les discussions, le maire de Lévis, si on rappelle l'histoire, on s'aperçoit que quand on va mettre ce système-là en opération, il y a des coûts qui vont devoir être assumés par la ville de Lévis, puis il veut pas. Alors, il se retire, il dit, je suis plus là-dedans, moi, le SRB. Ça tombe? Alors là, le maire Labaume se fâche, puis il dit, OK, t'en veux pas, parfait d'abord, on va développer notre propre système. Arrivent les élections, au moment où on va en campagne municipale là-dessus, il n'y a pas de projet sur la table. On parle de 2017. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de projet sur la table à ce moment-là. Je pense, oui, c'est bien ça, 2017. Et M. Labaume dit, il y aura un projet de transport structurant pour Québec. Je peux pas vous dire c'est quoi, mais je peux vous dire, ça sera pas un tramway. Il a dit, ça sera pas ça, je me rappelle un tramway. Ça fait pas longtemps, là? Ben, c'était en 2017. Il dit, ça sera pas un tramway. Fait que, et ça, tout le monde, on le retient ça. Arrive l'élection, M. Labaume est réélu. Et 2 mois après, ou en tout cas très, très peu de temps après, le Parti libéral de M. Couillard dit, écoutez, on va avoir l'argent, vous pouvez viser gros. Et là, le tramway revient, puis quelques mois plus tard, à l'hiver 2018, M. Labaume annonce, voici, on a un projet de tramway avec le trajet qui... C'est-tu le trajet Charest à ce moment-là? Le trajet Charest, c'était le premier trajet, celui qui allait servir à faire beaucoup de développement. Donc, c'est pas compliqué, je caricature, mais on allait passer partout où il n'y a personne. J'exagère un petit peu, mais c'était ça. Partout. Alors, donc, il passait devant le Folichon, on s'en rappelle. Il passait devant Charest. Donc, le nouveau projet 2018, il passe en Haute-Ville, là où il y a plus de monde, dans des corridors naturels où il y a déjà beaucoup de monde qui prennent le transport en commun, ce qui est un scénario qu'on voit dans beaucoup de villes ailleurs. Tu sais, on y va progressivement. D'abord, l'autobus efficace, puis après ça, tu augmentes au tramway. Sauf que là, les gens disent, ouais, mais t'avais dit que ça sera pas un tramway, puis là, ils commencent à défendre un projet de tramway. Donc, je pense que depuis ce moment-là, il y a un déficit démocratique. Les gens disent, ouais, mais on n'a pas voté pour ça. Tu nous as dit que ça serait pas ça. Ouais. Et là, on met un projet de tramway sur la table. Donc, évidemment, là, on a commencé à entendre parler de référendum à ce moment-là, parmi les opposants au projet. Et M. Marchand, sans vouloir mal faire, pas sans doute, a nourri ça. En campagne, il nous dit, moi, je vais apporter une dizaine de modifications on va bonifier l'affaire pour améliorer le projet, enlever un peu des irritants, la plateforme, les fils électriques, couper moins d'arbres. Sauf que M. Marchand arrive au pouvoir, rencontre les gens du bureau de projet, puis s'aperçoit que l'exercice qu'il voulait faire, il avait déjà été fait. Et on faisait pas exprès de couper des arbres, puis si on a choisi une plateforme, on peut en débattre, il y a d'autres façons de le faire, mais Québec avait choisi pour certaines raisons de proposer ça. Donc, il fait pas les changements annoncés. Donc, là aussi, déficit démocratique. Fait que ces deux déficits-là, je pense, viennent nourrir l'idée qu'il faut que la population n'a pas été consultée. Maintenant, dans le fond, oui, vas-y, continue. Okay. La population n'a pas été assez consultée. Alors, c'est un sentiment qui est réel, je crois, puis sentiment d'avoir été floué un peu. Et là, comment on corrige ça? Est-ce que c'est un référendum qui est le bon outil pour corriger ça? Moi, j'en doute. Il faut se demander qui on consulte. Cet argument-là, on l'a déjà entendu. Qui va voter? Sur le Québec au complet, la ville de Québec? Ceux qui payent, ou ceux qui vont être dans le corridor du tramway, les ceux qui vont en bénéficier de toute en théorie. La ville, ou juste ceux du corridor. Alors, tu as un débat sur qui devrait voter, parce qu'il n'y a aucun autre grand projet de transport au Canada. Il y a des référendums qui ont été soumis. Ça, c'est la première chose. L'autre question que moi, je trouve encore plus importante, dont on ne parle pas, c'est ça va être quoi la question? On vote sur quoi? Sur le principe d'un tramway. Tout le monde peut voter pour ce principe de tramway. Ça dépend quoi? Ça dépend où? Ça dépend... Ce projet-là ou un tramway, c'est pas pareil? Ce projet-là précis ou un autre. Puis si tu votes sur ce projet-là, tu dis qu'il va coûter tant, il faut que tu figes un prix, ce qu'on n'est pas capable de vraiment faire. Ça veut dire que la seconde, après ça, que c'est plus le même prix parce que ça a bougé. De dire, ah ouais, mais là, on n'a pas voté pour ça. Tu sais, imagine la légitimité ou la valeur même du référendum. Comment tu gères après? Quand tu as un grand projet, faut que tu fasses un référendum. Parce que Québec le fait. Mettons qu'on le fait. Là. Ça veut devenir la nouvelle norme. Est-ce qu'on veut que ça devienne la nouvelle norme? Ça va paralyser la possibilité de faire tout grand projet.
Et ça va figer le projet aussi. Vous dire, OK, c'est ce projet-là. Puis c'est en cours de route, parce qu'on sait que dans le modèle de Québec, il est prévu que les consortiums, ou le consortium qui sera choisi, si on se rend là, va avoir son mot à dire sur la façon de le faire. Tu sais, l'ingénierie n'est pas super avancée dans le projet de tramway de Québec, parce que on veut pouvoir en discuter avec les consortiums, avec des joueurs internationaux qui ont des expertises différentes et tout ça. Donc, et si on vote avant ça en disant, pour figer le projet tel quel, ça veut dire qu'on peut plus, on avait dit qu'on passerait là, oui, mais le consultant pense que ça serait plutôt tel autre trajet. Je dis n'importe quoi, mais exemple, en cours de route, tu t'apercevrais que on a choisi de ne pas desservir le ministère de l'Agence du revenu à Sainte-Foy. En disant, ça va être plus efficace de faire. Mettons que c'est pas le consortium arriverait de dire, finalement, on a réévalué ça, puis je pense que ça serait faisable. On arriverait à le faire sans trop augmenter les coûts. Techniquement, on serait capable de ça. Mais là, tu as voté sur l'autre trajet, ça veut dire, c'est plus bon, tu sais. Moi, je pense qu'en tout cas, ça peut pas être une photo. On va voter sur non, parce que c'est une photo d'un moment, ça change tout le temps. Tu figes tout le débat. Ouais. Puis ça veut dire que tu peux plus améliorer ou modifier le projet. Puis ça veut dire que tu vas faire la somme. Tous ceux qui ont une réticence au tramway parce que l'arbre devant chez eux va être coupé, tout ça, tu vas faire l'addition de tous ceux qui ont une petite frustration, qui vont voter non. Et puis tu seras plus capable de vraiment savoir est-ce qu'il y a un intérêt ou un bénéfice collectif pour une région à avoir un tramway. Fait que c'est ça. Moi, je trouve que là où il y a la grande lacune, puis je l'ai dit depuis le début, dans la promotion de ce projet-là, je trouve, c'est le silence autour de tout ce qui constitue le projet tramway et qui est en dehors de la ligne de rail comme telle. Tu sais, le projet qui a été présenté au départ, c'est qu'il va y avoir une armature qui va être le tramway et on va venir réorganiser tous les systèmes d'autobus qui desservent les banlieues et tout ça pour les rabattre sur le tramway ou créer des nouvelles lignes, des nouveaux corridors réservés pour autobus sur les... Et de sorte que... Ça, c'est majeur parce que ça fait partie tout le monde va y trouver son l'efficacité qu'on espère. Ça fait partie. Parce que c'est juste le tramway, le monde va dire « Ah, c'est pour les touristes à Québec, nous autres... ou pour les gens du centre-ville ou de la Haute-Ville. » Puis c'est vrai que le tramway ne sera pas à Beauport d'un premier lieu, ni à Charlebourg. Il va être à Simonville, qui est aux limites Moilou-Beauport. Mais si tu améliores le service d'autobus partout, et ça, d'une part, tu as les autobus sur des réseaux d'autoroutes, des lignes express et autres, et tu as cette nouvelle réalité qui est les flexibus, qu'on commence à voir apparaître et qui ont une certaine popularité partout dans les périphéries. Pour des petits voyages, entre guillemets? Des plus petits véhicules, et c'est comme un transport à demande ou à peu près. Tu sais, un petit véhicule qui tourne dans un quartier, qui va te ramasser les gens, puis t'amène à la ligne. Tu sais, cette promotion-là disait, voici, c'est quoi le vrai projet complet, c'est ça qu'on veut faire. Et ça, c'est mal expliqué, c'est vrai. Pas beaucoup. T'as raison. Et c'est là-dedans que des gens qui habitent la périphérie peuvent trouver un intérêt ou un avantage à ce que le projet de tramway se réalise. Parce que ça va permettre de redéployer des bus autrement. Autrement, si tes bus, tu les gardes là où ils sont, ben tu vas pas... Je pense pas qu'on va réaugmenter le nombre d'autobus. L'idée était de redéployer, redessiner nos circuits. Et ça, je trouve que c'est encore pas si bien expliqué. Puis tu sais, quand tantôt tu faisais la genèse de cette idée-là, mettons, dans les 20 dernières années, on remarque que M. Labaume était contre, a même fait campagne contre. Après ça, il a été convaincu, il s'est amené, il a voulu le faire, mais finalement, ça a été le SRB parce qu'on n'a pas d'argent. Après ça, quand on revient avec M. Couillard, c'est M. Couillard qui dit finalement, on a cassé les cochons, puis on s'est rendu compte qu'on a assez d'argent, allons-y. Fait que c'est une conviction profonde ou c'est une occasion? C'est une opportunité extraordinaire parce qu'on l'a entendu, les policiers disent écoutez, l'argent est là. Si c'est pas nous qui le prenons, ça va être Calgary ou Winnipeg. Ce qui n'est pas complètement faux dans le système canadien. Si l'argent est là par le fédéral. Si l'argent est là dans le programme, il va aller ailleurs. Tu vas pas le chercher. C'est sûr. Ça, c'est pas faux. Peut-être que tu vas avoir de l'argent qui va venir d'un autre programme faire d'autres choses, mais en tout cas, pour le transport, tu risques de pas l'avoir. Je dis pas que c'est immoral parce que c'est circonstanciel. Moi, j'ai pas de problème. Il y a de l'argent sur la table. On a un projet. Puis ce qui va nous faire le pas en avant, c'est qu'on va avoir l'argent aussi. C'est quand même pas mauvais. Mais après ça, l'autre question qu'un voisin me posait, il dit Monsieur Parent, ouais, on parle du tramway, mais c'est quoi trop cher? C'est quoi la ligne de trop cher? J'ai dit, parce qu'on est tous des administrateurs puis des tu comprends? Okay. On n'est pas actuaire, personne pour dire sur le temps, sur 20 ans, ça va coûter. On n'est pas capable. OK, bonne question. C'est quoi trop cher? On peut en poser quelques autres. C'est quoi le prix à pas le faire? C'est quoi le prix à rien faire? C'est ça. C'est quoi le prix de rien faire? Si on fait rien, là. Si on fait rien, c'est d'abord, on perd l'argent du fédéral, là. Il va y avoir un autre programme, on sait pas. Mais tu perds surtout la possibilité d'empêcher la congestion de réaugmenter en même temps que la population augmente et tout ça. Puis en même temps, on se pose jamais la question. On développe le réseau autoroutier
sans se poser de questions ou pas beaucoup de questions publiques. Ça va, tu sais, les échangeurs à l'entrée des ponts, combien on pense que ça va coûter? Et refaire ça? Tout ça. Et personne ne se pose la question. C'est pas remis en question. On n'a pas le choix. Ça va de soi. On refait un seul échangeur à un moment donné au coin de Robert Bourassa puis Charest, je pense que ça a été 500 millions il y a plusieurs années. Il y a personne qui pose la question, est-ce qu'on souhaite continuer à développer, expansionner le réseau d'autoroutes? Quand le viaduc de la Concorde est tombé puis il a fait des morts, qu'est-ce qu'on a fait? On en a refait combien? 25, 30, 40? Même le long de la 20 de la 40. Puis c'était normal, il fallait la sécurité. Ça fait partie de l'offre de services publics qu'on s'attend à avoir. Est-ce qu'il est normal d'avoir une offre de services de transport en commun un peu plus efficace pour une ville de la taille de Québec quand on regarde ce qui se fait ailleurs dans des villes comparables? Moi, je pense que la réponse, c'est oui. Mais dans ce cas-là précis, évidemment, ça soulève beaucoup de débats qu'on ne voit pas toujours ailleurs. Mais moi, Gilles, au-delà de tous les arguments qu'on a évoqués, j'ai une question, c'est plus une réponse. C'est, connaît-on une seule ville, à quelque part dans le monde, qui a regretté de s'être donné un système de transport en commun plus efficace? On peut-tu en nommer une seule? Les villes qui ont fait le choix... Moi, j'en ai pas trouvé beaucoup. Ça m'intéressait, moi. J'en connais pas. Moi, j'en connais pas. Une ville, c'est plutôt le contraire. Une fois qu'ils ont construit une première ligne de tramway ou de métro, même si elle a été contestée parfois, le premier réflexe, c'est de dire on en veut d'autres et on en développe d'autres. C'est ça qui arrive. Alors, moi, je trouve cet argument-là... Même aux États-Unis, parce que plusieurs disent... aux États-Unis aussi. Là, t'entends souvent... Arrête de prendre l'Europe où il fait beau, tout ça. Mais il y en a plein de tramways aux États-Unis. Il y a au moins, je sais pas, 50 à 75 ou 150 villes qui en ont. Moi, je suis allé à Dallas, il y a un tramway. Je suis allé... Il y a plein de places où il y en a. Il y a plein de villes qui sont pas nécessairement les plus sexy qui nous viennent à l'esprit. Je sais pas, Minneapolis-Saint-Paul. Je suis allé là il y a quelques années. Minneapolis a eu une première ligne de tramway qui a été contestée parce qu'il y a des gens qui disaient elle n'est pas à bonne place, ça dessert Bloomingdale ou Bloomington, je me souviens pas, plutôt vers le centre-ville, mais ça rallie pas Saint-Paul et Minneapolis qui sont les deux villes qu'est-ce qu'ils ont fait? Un peu jumelles. Ils ont fait une première ligne, puis là, ils en font d'autres. Alors, j'en connais pas de villes qui ont dit c'était pas une bonne idée. Même les villes où il y a eu de la contestation parfois. Est-ce que tu penses que le fait que présentement, là, depuis un an, particulièrement, mettons depuis 2 ans, tout le monde est touché financièrement, personnellement. C'est-à-dire que tout le monde fait des choix. L'hypothèque, moi j'ai des amis qui m'ont dit, là, moi j'avais une hypothèque à 2.1, j'étais content, là je renouvelle. Ça change pas parce que là on dit que le taux va rester probablement haut. Peut-être qu'il montera pas, mais il est déjà très haut. Mais dis-moi, dans ma vie à moi, là, c'est entre 1500 et 2000 de plus par mois quand je vais renégocier. Même fermé. Fait que ça, là, ce que je veux dire, c'est que ça vient pas un peu pervertir le fait que tout est trop cher. Arrêtons les tramways à 10 milliards. Sacrez-moi ça là. Tu sais, je pense que ça nous influence comme citoyens. Ça se peut-tu? Le fait que tout coûte plus cher, là. Ouais. En tout cas, ça ajoute certainement l'inflation, puis les taux d'hypothèque, mais l'inflation ajoute effectivement à la facture du tramway, vont faire contribuer à faire gonfler la facture du tramway. Est-ce que ça gonfle les inquiétudes des gens? Peut-être aussi. Parce que c'est ça. Et puis je pense que le pire, on l'a même pas vu encore, parce que tu évoquais les gens qui ont des hypothèques qui avaient peut-être signé pour quelques années, mais c'est qu'au moment du renouvellement, c'est là que d'ici le printemps 2025, c'est la stat que j'ai eue quand je suis allé au Congrès. Ouais. D'ici le printemps 2025, 2/3 des hypothèques canadiennes sont à renouveler. Ça, c'est tous des gens qui vont augmenter, là. Mais ça baissera pas de 2%, t'es d'accord? Fait que c'est tout le monde va payer plus cher. Fait que c'est là que tu sers, puis si tu as fait les multiplicateurs d'une hypothèque, c'est épeurant. OK. On va virer ton argument. Dire, OK, ça contribue à la peur, peut-être, du gros projet. Puis en même temps, si ça avait pour effet de dire, j'ai pas moyen d'avoir un char, mais ça sera le fun d'avoir du transport en commun plus efficace. Qui a de l'allure, oui. On peut le voir. Si on a les œillères assez larges, on peut le voir. Si on n'a pas d'œillères trop collées sur les yeux, je pense qu'on pourrait complètement tourner l'argument dans ce sens-là. Tout comme quelqu'un qui vient vivre. Moi, je l'ai vécu. J'étais en banlieue. J'ai vécu à Loretteville jusqu'à 27 ans. J'ai vécu à Cap-Rouge, dans le secteur de Cap-Rouge. Puis là, je suis en Haute-Ville. Bien, en Haute-Ville, la première chose qu'on a faite, nous autres, c'est qu'on a vendu une voiture. On n'a pas besoin. Puis la voiture que l'on a à deux, en ville, on l'a changée l'an passé, plus petite. Bon. Mais on a 12 000 km de fête après un an. Une voiture. Je vous dis pas que c'est vrai pour tout le monde ce que je dis, mais non, parce que tout le monde a des emplois qui font des déplacements, des enfants reconduits. On a eu une pareille voiture, on n'a pas... À Québec, c'est difficile d'imaginer complètement, mais encore, des gens qui vont dire, je prends comme une auto, je loue à la pièce selon mes besoins, mais... Mais on ne peut pas tout vivre en ville non plus. Mais avoir les moyens, si on prend les statistiques du club automobile, on dit une voiture en moyenne, c'est quoi? Ça doit être... 10 000 par année?
C'était 8-10 000 par année? C'est ce qu'on disait. Maintenant, avec le prix des voitures qui a explosé, 12-13. C'est encore ça, je sais pas. Mais mettons que c'est 10 000, tu vas en prendre des tickets de tramway ou de... Et même des taxis ou des communautos ou des... Tu comprends? Tu sais, le tramway, un autre argument qui est pas suffisamment... On en parle, c'est dans le programme de l'administration Marchand, mais je comprends que la priorité est peut-être est pas à mettre là-dessus maintenant, mais c'est l'intégration, la facilité de la tarification, tu sais, que tu sois capable de passer des bus de Lévis à Sainte-Foy, au vélo, au taxi, au flexibus, tu sais, d'intégrer toutes ces tarifications-là pour que ça soit facile, alors que ça ne l'est pas en ce moment. Tu sais, c'est tout ça des arguments, je pense, qui peuvent inciter, faire avoir des avantages à un transport en commun qui n'existe pas en ce moment. Guillaume Lepage, je dirais la question qui tue avec la musique, mais là, je te pose la question. Est-ce que tu penses, sincèrement, tu as quand même de l'expérience, tu as commencé jeune dans le milieu, penses-tu vraiment que c'est un projet, le tramway, qui peut être stoppé maintenant? Moi, j'aime penser que non. Moi, j'aime penser qu'on est allé suffisamment loin. Il y a eu suffisamment de... Il y a assez d'appui, malgré qu'il y a beaucoup... C'est sûr que l'appui... On aimerait ça que l'acceptabilité... public soit meilleur. Tu sais, idéalement, il faudrait que ça soit meilleur. Parce que même si la rectrice de l'Université Laval dit on est d'accord, c'est correct, mais c'est pas ça qui fait la différence. Là. Tu comprends? Non, mais là, on voit là, dans les dernières semaines, il y a une remobilisation un petit peu d'acteurs publics qui prennent de gens d'affaires et autres, qui disent, écoutez, ça... Parce qu'on a l'impression que M. Marchand est tout seul dans son coin, surtout que lui, en même temps... Non, mais je le plains pas, il est maire. Il a voulu être maire, puis bon... oui, absolument. Mais, tu sais, la ville verte, la ville cyclable, je peux te dire que moi, je me suis promené sur le chemin Sainte-Foy, puis je voulais juste voir si c'était utilisé. Je dois avouer qu'il y a plus de vélos que je pensais aux heures de pointe, vraiment plus que je pensais. Mais quand j'ai parlé avec les marchands, ils sont en furie parce qu'ils ont dit, écoute, il y a bien des marchands où c'est pas des Bruno Marchand, mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de marchands qui sont découragés parce qu'ils ont dit, quand t'es pas capable de stationner, puis tout, quand t'as pas accès, tu sais, on se rappelle de la rue Cartier, à l'époque, c'était la même chose, que le monde disait, oui, t'as invité quelqu'un à aller sur Cartier, tu disais, faut que je calcule d'arriver une heure avant pour trouver un stationnement. Fait que, tu sais, le stationnement dans un monde où l'automobile amène encore de la liberté, tu sais, du mouvement à ta guise. Je sais pas, je pense que M. Marchand pousse beaucoup, puis plus d'autobus en ville, tu sais, il fait tout en même temps, là. Il fait beaucoup de choses en même temps. Comprends? Mais en même temps, tu sais, s'il y a une vision... Il dit qu'on est en retard, fait qu'il pousse. Ouais, est-ce que tard qu'on est en retard, peut-être que... Comparé à ce que fait la mairesse Plante à Montréal, il va moins vite. Mais tu sais, l'argument des marchands, sauf erreur, c'est toujours un peu difficile de comparer, mais il y a eu tout un débat sur l'implantation d'une piste cyclable sur la rue Saint-Denis à Montréal. Beaucoup de marchands se sont inquiétés, puis la ville a dit, on le fait quand même. Et qu'est-ce qui se passe depuis ce temps-là? Je pense que les marchands sont contents. Au bout de la ligne. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand le projet est complété, est abouti, puis je pense sur la rue Cartier, c'est moins pire qu'avant. Moi, je pense que c'est moins pire qu'avant. Ils vont gagner, les marchands. En tout cas, je suis pas en affaires, c'est pas moi qui prends le risque financier de leur business. Là. Je veux pas me répondre à leur place, mais... Mais en changeant rapidement le tissu urbain, M. Marchand est là-dedans, là, beaucoup. Tu sais, la vieille ville, plus d'auto, plus d'autobus, puis ça, puis on s'en va vers le piétonnier, puis il s'en cache pas. Est-ce que tu penses que politiquement, il peut souffrir ou il est capable d'assumer ça? Ah, mais ça se peut qu'il en paye le prix à un moment donné. C'est possible qu'il en paye le prix. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on veut? On veut un politicien qui se ballotte au vent selon les sondages ou les humeurs du moment, un peu ce que fait M. Legault avec le troisième lien. Ben, absolument. Ou on veut un politicien qui a une un plan, qui s'en va un peu cohérente et tout ça, puis qui est prêt à la défendre jusqu'au risque de perdre peut-être, mais qui est cohérent dans sa vision. Puis tu sais, il n'est pas tout seul, Marchand. Tu sais, la vision qu'il incarne en ce moment à la ville, à 2 degrés d'hiver, c'est une vision qu'on retrouve à Montréal, mais qu'on retrouve dans plein d'autres villes plus petites, qui ont élu des maires plus jeunes, qui sont plus sensibles, qui ont une vision du monde qui est moins construite autour de l'auto, puis un peu plus. Mais même le gouvernement de la CAQ, officiellement, il a adopté une politique d'aménagement et d'architecture l'an dernier. Bon, elle n'est pas mise en opération ou en force à travers des réglementations, en tout cas pas encore de façon suffisante, mais cette vision-là, elle dit à peu près la même chose. Travaillons sur la qualité de vie, la qualité des espaces publics, moins de place à l'auto et tout ça. Tu sais, il y a un mouvement assez large qui se dessine. Tous ces changements-là ne se produisent pas du jour au lendemain, puis il y a peut-être des gens qui vont en payer le prix politique en cours de route, mais je pense que c'est une machine qui est en marche. Là. Ce qui est drôle, François, tu vas me dire que c'est le genre d'affaires qu'on dit puis qui n'ont pas d'impact, mais moi je pense que c'est significatif, c'est signifiant aussi.
on est critique de notre ville, on entend beaucoup de critiques sur le tramway 3e lien et autres, les dépenses, ça coûte cher et tout. Mais en même temps, la ville de Québec est encore très active. C'est une des villes les plus actives, c'est où l'emploi est le plus fort au Canada. C'est une ville qui, pour les immigrants, je ne dis pas que tous les immigrants peuvent venir à Québec, mais prenons les immigrants français parce qu'on a travaillé là-dessus avec des ententes facilitantes depuis 15-20 ans, mais il y a des effets. Là. Je peux dire que quand tu te promènes en ville, tu vois des familles, des jeunes familles françaises installées ici, fières d'être ici. Puis quand tu jases avec eux autres, j'ai eu le plaisir de marcher. Je marche à tous les jours la ville. Puis j'ai posé des questions. C'est toujours intéressant comme journaliste de poser la question. Puis les autres ne comprennent pas pourquoi on râle tant que ça ici. Pourquoi? Parce qu'ils disent, vous avez une ville qui est superbe. C'est vrai qu'encore ce matin, on marchait, puis je disais, si on se met avec des yeux d'un touriste, on comprend, c'est pas une subvention qui fait que les bateaux viennent ici, puis que les touristes viennent ici, puis qu'il y a une bonne année de tourisme. C'est une belle ville. C'est une ville sécuritaire, c'est une ville propre, puis c'est une ville dont on est fier. Fait que, tu sais, en même temps, il y a beaucoup de gens qui veulent y venir. T'as sûrement des connaissances, des amis de Montréal qui ont déménagé proche de Québec ou même, pour certains, en région, loin, pour avoir une meilleure qualité de vie pour leurs enfants, puis plus de sécurité. Fait que, tu sais, t'es une ville qui, pour l'instant est encore très attrayante. Fait que, tu sais, j'ai dit, faut jamais oublier ça pareil. J'ai dit ça à ma blonde, il faut pas oublier, c'est pas de se rouler dans le gazon en disant on est meilleur au monde, mais faut comprendre pourquoi il y a tant de gens qui veulent vivre à Québec, qui veulent venir vivre à Québec. Tu sais, ce qui fait la particularité de ce ville-là aussi, tu sais, Québec, c'est ça, la sécurité, le confort, et puis... l'hospitalité? L'hospitalité, je sais pas, est-ce que c'est... on aime se dire ça, on aime se répéter ça. Moi, j'ai déjà entendu le contraire aussi. Ah oui, OK. Non, mais des gens qui disent c'est une petite société fermée, puis c'est plus difficile lorsqu'on OK, homogène, ouais, c'est ça, je comprends. Alors, on entend ça aussi, mais la sécurité, le confort, puis n'importe quel projet qui dérange le confort ou les petites habitudes, ben ça suscite de l'opposition. Puis je pense que dans le cas du tramway, il y a peut-être un peu de ça aussi. Tu sais, il faudrait regarder, je ne vais pas faire de l'âgisme, mais c'est quoi l'âge des gens qui sont les militants les plus actifs contre le projet de tramway? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui habitent le plateau Montcalm qui c'est pas eux qui vont en profiter le plus. C'est probablement plus 60 en montant parce que les jeunes souvent, que je vais être plate là, mais les jeunes souvent s'intéressent à rien là, dans la chose politique je parle, l'engagement politique. En tout cas, ils sont pas engagés. L'environnement oui plus. Je pense. Oui, la jeune génération est plus concernée. Quand même. Ouais. Mais sur les affaires de la ville, municipale, citadine... Ils sont moins attentifs. Là. Quand tu ne payes pas de taxes directement encore, tu te sens moins concerné. Puis là, même si tu les payes et tu le sais pas, tu les payes à travers ton loyer, mais c'est moins immédiat, tu t'en aperçois moins peut-être. Merci François. Prochaine fois, on parle-tu de tramway 3e lien? C'est probable, ça serait une bonne idée. Salut François Bourque. Salut.